Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred Salut. et de moi, Owen. C'est une semaine de gros films et par gros films, j'entends des longs, puisqu'on va parler de Projet Dernière Chance et de ses 2h30, ainsi que la fresque historique de 3h20 par Xavier Giannoli, Les Rayons et les Ombres. Mais ce n'est pas tout, puisque Jérémy et Fred ont assisté à une Cinex par Sens Critique et ont pu voir en avant-première I Swear de Kirk Jones. En français, ça... Plus fort que moi. Et Jérém est allé voir They Will Kill You. Oui. Il en parlera succinctement. Et d'ailleurs, en fait, sur les 30 dernières minutes de l'émission, ce sera Jérém, puisque Jérém fera les chiffres de Ryan Gosling et Jérém a le Joker. Voilà, c'est moi qui prends le contrôle en fait. Donc 30 minutes, hein. Chrono. Faut que je tienne. Et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Rien de plus à ajouter, messieurs. Je pense que c'est mal inséré dans l'émission. On avait peut-être parlé des Lost Media, mais Ah oui, on peut l'insérer quelque part. On C'est commence vrai. direct comme ça. peut-être après They Will Kill You. Peut-être, ok. Voilà. On les aime bien, Phil Lord et Chris Miller, à qui on doit les scénarios de la trilogie Spider-Verse et La Grande Aventure Lego, et qui ont réalisé les 21 et 22 Jump Street, que Fred et Jérém aiment beaucoup. Pour moi, 22 Jump Street est la plus grande comédie de tous les temps. Moi, j'aime bien, mais ça en plus. Hein. Ah ouais? 21, Je sais pas. c'est très sympa. Hein. Cette fois-ci, ils adaptent un roman de SF à succès et nous offrent le premier grand blockbuster de l'année, avec en tête d'affiche Ryan Gosling qui doit sauver le monde. Moi, c'est Grace. Toi, je vais t'appeler Rocky. On est venu ici pour la même chose. Lui aussi, il a son soleil qui meurt. Si on veut sauver nos planètes, il faut trouver le moyen de communiquer. Regarde ça. Là, on a dans les 250 mots. On va te trouver une voie. Pourquoi simple prof dans l'espace? Non. Pourquoi simple prof dans l'espace? Et sinon ça. Moi, Rocky. Je aimais. Professeur de sciences de collège, Ryland Grace se réveille sur un vaisseau spatial sans aucun souvenir de qui il est, ni de comment il est arrivé là. Il doit comprendre comment mener à bien sa mission interstellaire pour sauver la Terre d'une catastrophe astronomique, complètement seul jusqu'à ce qu'il rencontre un mystérieux extraterrestre qui a voyagé sur des années-lumière pour sauver sa propre espèce du même sort. Qui se lance. Mais lance les hostilités. Ah, vas-y. pardon, oui. Bah, C'est moi, un film Amazon. Non. C'est un film Disney. Ah non. si, c'est un film Parce Amazon. que j'ai cru qu'il y avait, techniquement, il y avait un gros produit par Amazon, vraiment dès le départ. Mais... Bah oui, vu que Amazon a racheté la MGM. Oui. Mais tu me dis lance les hostilités, mais moi il n'y a pas d'hostilité, je trouve que c'est génial. Oui, enfin, hostilité, c'est un terme pour dire lance-toi. Bah, je vais te dire exactement ce que j'ai dit en sortant de la salle. Moi, en fait, j'ai lu ton commentaire sur Letterboxd Ah, et ça m'a grave donné envie. Je me suis dit, putain, j'ai trop hâte. J'ai vu que beaucoup de gens avaient des ouais. très bons retours. Ah, zut. C'est boring. Oh, non. non. C'est Parce boring, que- les gars. C'est. Moi, Je enfin, suis désolé, mais en fait, si, c'est bien. Mais quand tu me dis que ce film résume bien la SF des 20 dernières années, que, en fait, je m'attends vraiment à voir quelque chose d'important, genre dans le cinéma. Et le côté trop good buddy, genre je fais ami-ami avec un caillou, enfin, genre c'est émouvant, mais c'est sans plus, quoi. Enfin, tu vois, genre. Ah, ouais, alors, mais t'évites des redites. T'évites la redite, moi, je trouve. Avec tout ce qui est sorti sur l'espace en étant, genre Seul sur Mars, Interstellar. Ad Astra. Ad Astra, je trouve que ça. Mettre un peu d'humour et de comique dans l'univers spatial. Ah, Ça mais du coup, fonctionne à la plutôt fin, bien. c'est que ça, finalement, en soi. C'est pas le film qui va révolutionner la SF, c'est un film qui synthétise beaucoup ce qu'est la SF sans en être le plus grand film de SF de tous les temps. Mais moi, je regarde tout ce qui est sorti depuis le début de la décennie 2020. Bah, je pense que c'est un des meilleurs blockbusters de cette décennie. Il y a quoi depuis 2020 Il y a parlé Avatar et The Batman et Non, mais en SF. en SF. Ouais. Parce que Seul sur Mars, c'était avant. 2016. 2016 déjà, Ad Astra c'était 2019. Mais enfin, je trouve que Hmm. c'est tout ce que devrait prendre Hollywood comme exemple. Bah, en fait, le film sait d'où il vient, déjà. En termes de référence à de la SF qu'il fait, etc. Il sait d'où il vient, tu vois. Ils vont pas mytho en mode je vais révolutionner le game à faire ce film-là. Non. T'as beaucoup de trucs et justement, je trouve ça très cool que, en gros, la première interaction qu'ils ont, c'est du mimétisme. Parce qu'en fait, le film ne fait que ça. Il fait que mimer et ressinger des éléments qui ont déjà eu lieu dans d'autres films en essayant de les amener plus loin. Donc c'est pour ça que le film, pour moi, est vraiment excellent. C'est qu'il essaye d'amener plus loin ces trucs de hard SF qu'on a déjà vus, certes en sachant d'où il vient, mais en voulant pousser plus loin ce truc-là. Ouais, mais en termes de, pardon, excuse-moi, en termes de langage extraterrestre, je trouve que c'est un peu simple, quoi. Tu vois, très rapidement, il le comprend, très rapidement, il y a une. Mais après, peut-être c'est parce que peut-être que je pense que c'est vraiment le côté trop léger du film qui me saoule, en fait, tu vois. Ah oui, parce que c'est pas le but du film. Si tu veux Oui. regarder un film là-dessus, tu regardes Premier Contact et puis Oui, voilà, Enfin, j'allais y venir, tu vois. Et côté justement, un peu- le film, il évite de tomber dans la surcomplexion. Je sais pas comment le dire, Mais il mais est simple. voilà, il évite de tout rendre complexe, ce qui peut être l'un des défauts d'un film comme Interstellar, par exemple. Mais en fait,
moi je trouve que, alors, il évite d'être complexe et pourtant tu comprends ce qui se passe, mais ça te caresse un peu dans le sens du poil sur des questions juste de physique. Mais en fait, moi le trailer me donnait pas envie parce que tous les enjeux de sauver le monde, soit on est devenu trop vieux pour ça, soit c'est devenu complètement désuet. Et en fait, je réfléchis à comment sauver le monde, on traite ça à Hollywood aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression que chez Hollywood, et en fait, l'exemple que j'ai, c'est Avengers, on ne prend pas au sérieux le fait qu'il faut sauver le monde. On prend pas au sérieux un enjeu qui est aussi grand que ça. Alors que dans les années 80, c'était en mode, il faut tout le temps sauver le monde, c'est tout le temps les Américains, tout ça. Et du coup, quand Avengers te dit, on va sauver le monde, ils l'assument pas trop, tu vois. C'est en mode, ah là là, regardez, c'est des extraterrestres qui font ça, c'est bizarre, c'est un, tu vois. Je dab. Et en fait, projet Dernière Chance, il est en mode, il faut sauver le monde, il prend à bras le corps l'enjeu, il est là en mode genre, ok, c'est gros, mais on va y aller avec le cœur. Et en fait, à la fin du film, bah, t'es dedans, quoi. Et en même temps, c'est gros, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est pas le soleil va disparaître, c'est la fin du monde, tout le monde va mourir. C'est juste simple, c'est si la température descend, et ça fait écho à toutes les problématiques de changement climatique, c'est que si la température descend, bah en fait, bah, il n'y aura pas assez de nourriture pour nourrir le monde, donc il va y avoir des morts, etc. Donc c'est très prévisionnel. C'est-à-dire que le monde ne va pas s'arrêter si le projet Dernière Chance échoue, mais il y aura énormément de dégâts. Et rien que cette petite nuance-là, je trouve que ça rend le film beaucoup plus intéressant dans ses enjeux, et aussi notamment parce que bah, le héros principal, Ryan Gosling, bah, il n'est pas du tout présenté comme un héros, finalement, et c'est même pas censé être le héros de cette histoire. Donc, c'est pour ça que je trouve que le film redéfinit bien l'héroïsme qui se complaît dans Hollywood avec des trucs à l'Avengers où t'es censé te réunir à je sais pas combien pour essayer de sauver le monde. C'est un mec, non là c'est juste un mec qui est tout seul, bon, qui va se faire aider avec une autre personne, mais qui lui aussi est tout seul pour sauver finalement sa propre espèce. Juste ça, au lieu d'une grosse réunion, ils sont deux avec leur tête, leurs idées, et ça fonctionne en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais combien de personnages avec des pouvoirs, je ne sais quoi. Non, c'est juste deux mecs avec leur intelligence et leurs connaissances scientifiques qui sont propres, et leurs outils qui leur sont propres également, qui s'unissent juste pour sauver chacun des deux mondes, et au final ils se sauvent eux-mêmes. Non, et puis ce que tu dis par rapport aux Nations Unies, tu vois, le fait que le dérèglement climatique, le fait qu'il va faire plus froid, à un moment... c'est Sandra Hüller. J'avais Müller en tête. Sandra Hüller, elle le dit, c'est que les nations, en fait, là, en ce moment, à cet instant T, ils se réunissent et c'est un miracle. Mais quand il y aura plus assez à manger, en fait, bah, ça sera la loi du plus fort, quoi. Et je trouve ça chouette. Moi, je reviens à ce que je disais au début, c'est un film Disney. Non. Quand je regarde la bande-annonce, moi, quand j'avais vu de base la bande-annonce du film, je me disais bon bah ok, c'est Ryan Gosling comme d'hab, il fait le rôle un peu du mec sympathique, good buddy et tout, qui devient mieux qu'un caillou. Tu vois, j'étais un peu en mode bon, le film me tente pas, et c'est après je me suis un peu laissé avoir par les avis. Et non, bah désolé, pendant tout le film, je suis là à me dire bon bah c'est un mec qui devient mieux qu'un caillou. Le caillou il est là. Non mais ça c'est reste... mignon. Tu vois, le caillou, par exemple le caillou, ça c'est la technique pour voir un grand film un peu Disney où il y a du merchandising. Mais je vois bien des peluches de cailloux là, bientôt être distribuées de partout. Enfin, toi, il y a quand même un côté un peu. Et je pense peut-être parce que je suis trop un aigri de la vie, mais quand on touche à la SF, pour moi, on peut pas ajouter un truc à la Disney dedans, tu vois. C'est peut-être mon côté un peu genre. Moi, je veux un truc qui se prenne très au sérieux parce que mais ça. Regarde Wall-E. Non, mais regarde juste Star Wars épisode 6 avec les Ewoks. Enfin. Ouais, c'est vrai. Wall-E, c'est le petit robot tout mignon avec Eve. Genre, Wall-E, il fait des cubes. C'est mignon, Wall-E. Quand tu parlais de cailloux, du coup, j'ai pensé à l'imitateur qui fait Cabrel, là. Je crois que c'est entouré de cailloux. Laurent Gérard. Ah, ok. Ah, t'es parti loin. Ouais, t'es parti loin. Mais en fait, je pense que c'est juste. Il y a ce truc-là qui a touché. Qui m'a dit bah ouais, en fait, ça m'a pas emporté, quoi. T'es tu vois, juste pas rentré dans le délire du film, alors que pourtant. Si, c'est mignon, tu t'es attaché à ce petit caillou. Je vais pas dire ce mot. C'est pas un juste caillou, que je c'est m'attendais. Rocky. Je m'attendais à ce que la relation Rocky et Ryan Gosling, elle prenne pas autant de place, en fait, dans le film. Bah, et finalement, quand tu regardes sur les 2h30 de film, t'as bien du flashback pendant 45 minutes. T'as une bonne demi-heure où Ryan Gosling est tout seul dans son vaisseau. Au final, ça occupe quoi, une moitié du film, pas plus. Hein. Okay. Mais en fait, quand tu regardes globalement ce qui passe dans le film, enfin, c'est un grand blockbuster, spectacle familial, enfin, en tout cas visible par tout le monde, et des scènes d'action, enfin des grands moments, il n'y en a pas tant que ça dans le film. Il y a finalement ce moment très épique où ils vont récupérer c'est une substance, des molécules sur une planète verte. Et là, pour le coup, cette séquence-là qui dure bien 15 minutes, elle est vraiment très intense et impressionnante. Mais finalement, c'est
beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de trucs gratifiants en fait, parce que tu regardes deux personnes avec un langage différent se comprendre progressivement et genre c'est des trucs que t'as vu 1000 fois au cinéma hein, forcément, mais Il le fait bien. c'est toujours très gratifiant je trouve. C'est agréable à suivre. Ouais. Moi, je pense que la seule scène qui m'a marqué dans le film, c'est la séquence karaoké où Sandra Hüller elle chante. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr avec toi. J'ai adoré cette scène. Ouais, Elle c'était est très sûr. émouvante. En fait, c'est le personnage qui est très froid. Bah, elle est habituée à faire des personnages assez froids quand même. Et le fait qu'elle se mette à chanter une petite musique et tout, pour apporter un peu d'aide à cet équipage un peu dépressif, quoi, peut-être la fin du monde. Non, ce moment m'a touché. Mais le truc, ouais, je suis désolé, je reviens. Voilà, le caillou, quoi. Non, mais- Je suis désolé, j'ai peut-être pas compris le truc. Je suis resté trop interstellar, moi. Je sais pas, moi je trouve ça super intéressant la manière dont c'est amené, parce que tu le vois pas tout de suite, justement, ce personnage de Rocky, Oui, t'as cette prend du communication temps. à travers les deux vaisseaux. Ah oui, ça prend Puis son même, temps, je trouve ouais. qu'en termes d'esthétique, c'est assez intéressant, toute l'esthétique de... Oui, je du sais plus- vaisseau, etc. c'est je sais plus c'est quoi le nom de son espèce, parce qu'il dit qu'ils viennent... Je sais ouais, plus. Il a un nom. Il y a un nom à la planète et Et tout. Story, un truc comme ça. Il y a un nom à l'espèce, je sais plus laquelle, mais je trouve ça intéressant le fait qu'il crave tout avec ses mains, le fait Ouais. que d'un côté t'as l'hyper-technologie humaine et d'un côté t'as le côté très artisanal. Très du robot. organique. Ouais. Ouais, organique, ouais. Mais voilà, le seul défaut que je pourrais reprocher au film, c'est sa structure narrative faite de flashbacks, et je trouve que sur la fin, les flashbacks, ils cassent un peu le rythme pour rien, quoi. Mais autrement, je trouve que c'est excellemment bien réalisé et que c'est vraiment haletant. Genre, les 2h30, je les ai pas vus passer. Il y a des bonnes vannes, il y a des bons effets spéciaux, il y a tout pour faire un bon gros film populaire. Oui, Ok. et puis visuellement c'est oufissime, la musique elle est excellente. C'est vrai que les musiques sont cool. Franchement, la Ouais. musique, il y a énormément de thèmes musicaux super cool dans le Ouais, film. C'est c'est super varié, c'est super cool. Mm. Il y a les Beatles. J'ai pensé Oui, à toi. Je me oui. suis dit, c'est vrai qu'il y a les Beatles. C'est vrai. Donc, Owen va bien aimer. Oui, mais voilà, pour le moment, je trouve que c'est. Le film de l'année. Alors, c'est bête parce que à chaque fois qu'on parle d'un film, je Toujours suis en le mode. film de l'année. C'est toujours le film de l'année. Mais je trouve que 2026 est une super année qui montre en progression. Parce qu'au début, j'étais en mode, Hamnet, c'est vachement bien. Après, j'étais en mode, aucun autre choix. Marty suprême. Et là, maintenant, ça, franchement, je trouve que. Retour en 2024 ou quoi? Mais Vous non, allez mais vous toi, allez me t'as- dire que le film est dans votre top là de l'année. Ah bah, c'est le meilleur film de l'année pour moi, Ouais. là. hein. Cette année, elle glow up. Et je trouve. Mais je te dis, pour le moment, pour moi, c'est un des meilleurs blockbusters de la décennie. On en est là. J'irai peut-être pas jusqu'à là, Ouais, mais moi s'il vous j'ai plaît. bien apprécié le spectacle. Ah, t'es pas convaincu. Non, peut-être à revoir. Hein, Ouais. Non. On est 3 contre 1, on a gagné. Projet Dernière Chance, donc c'est un budget de 200 millions de dollars pour, au moment où on enregistre, un box-office mondial à 155,6 millions, dont 96,8 aux USA, et pour sa première semaine en France, qui était celle du 18 au 24 mars, qui est celle du Printemps du cinéma, qui a eu lieu également à ce moment-là, il a fait 413 204 entrées, c'était le premier des nouvelles sorties de la semaine. Mais le film, il cartonne. Hein. Alors moi je pense que il cartonne pas tant que ça pour un budget de 200 millions pour un premier week-end. Moi je pense que c'est le bouche à oreille qui va oui. faire gagner le film et qui va en faire un beau succès sur le long terme. Moi, je pense qu'il va taper le milliard. ouais. Ça Ouais, vient de me venir. t'es ambitieux. Ça vient de me venir, mais en vrai, genre, moi, je l'ai dit à ma famille, hein, allez voir. Oui c'est ça, moi je conseille à tout le monde d'aller le voir aussi C'est ça. autour de moi. hein. Putain, c'est dingue. J'ai l'impression d'être dans un autre univers, de pas comprendre. De... Je trouve que la bande-annonce, ça payait pas de mine. Bah oui, Ouais. voilà. Mais oui, mais tout le monde est en train de dire que c'est oufissime. Forcément, ça. C'est ça comme, tu sais, quand on a eu l'effet une bataille après l'autre, on comprenait pas. Bah, j'ai le même truc là, je suis en mode. Mais... Ah, c'est dommage. Une bataille après l'autre je comprenais pas, bah là je comprends mieux quand même. Bah, pour revenir sur une bataille après l'autre, ça n'a rien à voir, mais je commence à mieux comprendre le film avec le temps. Oui, Vous je avez trouve pas que ce ça. truc là aussi Si, il y a ce truc où plus le temps passe, plus il se bonifie dans mon esprit. Ouais. Voilà. À l'actualité aide aussi, peut-être. Oui. Oui. Puis le côté Oscar, peut-être. Ça aide aussi un peu. En parlant d'un autre film qui, je pense, est sorti peut-être avec 3 semaines de retard par rapport au César, parce qu'en vrai, il aurait été un fort bon prétendant quand même, Les Rayons et les Ombres. Déjà 5 ans, depuis l'excellent Illusion perdue, Xavier 5 Giannoli. ans déjà. Bah, c'était 2021. Ouais, Que c'était- le temps passe vite. C'était très très fort d'ailleurs, Illusion perdue. Xavier Giannoli nous emmène dans une autre époque, les années 30 et 40, pour suivre la lente et insidieuse arrivée de la collaboration française. Avec l'Allemagne nazie et l'instauration du régime de Vichy, on va être striké. Pourquoi tu prends une voix des radios années 40 là? Les Français parlent au français. Attends, Les Français partout français. Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus. L'Allemagne veut la paix. Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration?
Tout ça, c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir. J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Moi, je savais pas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Lucher, un père et sa fille dans l'engrenage de la collaboration. C'est juste ça. Bah, c'est juste ça le synopsis. Hein. Bon alors, je tiens à dire que Owen n'a pas voulu que je sache ce qu'il avait pensé du film avant qu'on enregistre, alors que d'habitude on partage quand même au moins un avis succinct. Et il m'a dit qu'il voulait absolument voir ma réaction à son avis du film, donc j'attends que ça maintenant. Bah écoute, nous sommes en 2026, c'est toujours les nazis les méchants. On peut avoir une deuxième chance. C'était ça. Mais attends, il m'a teasé pour ça. Non, j'ai trouvé ça vraiment long. J'ai trouvé que c'était nul, exaspérant. À ce point. Je la trouve insupportable, l'actrice, à dire on savait pas. Mec, genre vraiment, le film, je l'ai pas vu du coup. Dans mon cinéma, j'ai juste regardé un peu un moment dans la salle et j'ai vu donc l'actrice. Et j'avais pas le son, hein. Mais elle me faisait chier déjà à travers le truc. En fait, j'avais l'impression que vraiment elle jouait très mal. Enfin, c'est 3h20 de on savait pas. Non, c'est vraiment bien. Attends, c'est vraiment bien comme film. Merde. Ah merde, ça matche pas avec moi. Il me bait, mais constamment. Non, mais je voulais t'emmerder, c'est tout. Mais non, si moi je l'ai vu aussi, c'était incroyable. Menteur, ça c'est un menteur. Je reconnais le Fred menteur, moi. Non, mais c'est marrant comment j'ai ouvert une brèche nulle. Et tout ça parce qu'il a cru que j'allais avoir une réaction de ouf. Non, mais je vous jure, j'ai vu un plan du film et c'était les blondes dedans, c'est ça? Oui, c'est la fille de Cara. J'avais pas l'impression qu'il y avait un bon jeu dedans. Elle joue bien. Elle est vraiment très très bien. Ah bon, bah ok. En fait, le film est vraiment très très bien, Frédéric. Ah ouais. Vas-y. Bon, reprenons depuis le départ. Ouais. Owen. Bah du coup, je l'ai dit, c'est très bien. Moi aussi, je trouve que c'est très bien mis en scène. Enfin, j'ai pas envie de parler que de mise en scène, mais je trouve que le rythme est encore très bon. Enfin, pour un film de 3h20, alors certes, j'ai regardé ma montre, mais j'étais pas non plus exaspéré par le temps que je passais. Et non, je trouve que c'est vraiment excellemment bien compté également, même si ça use encore une fois de ce truc de narration a posteriori des événements passés. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien. Je pense qu'il faut donner du budget à Giannoli dès qu'on veut faire des grosses fictions historiques en France. Hein. Parce que ce soit Illusion perdue ou même Le Rayon et des ombres, bah voilà, c'est très bien. Et pareil, si on parle quand même d'un film de 3h15, qui n'est pas du tout un film épique ou avec des scènes d'action, c'est-à-dire que là, on est vraiment... c'est des scènes de palais, des scènes de couloirs, c'est vraiment le petit entre-soi parisien de la collaboration. Et donc, c'est beaucoup moins épique que pouvait l'être un Illusion perdue, où tu as vraiment cette idée de gloire et de chute d'un homme dans le monde du journalisme au 19e siècle. Là, c'est beaucoup plus lent, mais je trouve que tu vois vraiment la maturation des personnages, c'est-à-dire de voir ces personnages qui tombent peu à peu, et qui s'enfoncent, en fait. Bah, au final, ça reste une histoire de rise and fall, et tu remplaces le côté très lyrique, très belle lettre d'Illusion perdue, et tu allonges le temps qui va opérer comme un étau. Et genre, plus le film avance, plus les personnages s'élèvent vers une luxure, mais en même temps, toi, plus le film avance, plus tu te sens la gorge serrée, parce que tu es en train de sentir que le film t'étrangle. Je trouve que c'est un film qui te donne le sentiment d'être étranglé. Ça fait pas du bien, mais c'est fort. Oui, mais je sais pas quoi dire de plus. Non, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la fin. Alors, le film se termine sur un écran texte qui, personnellement, m'a fait extrêmement marrer, mais sur le coup, qui m'a fait réfléchir sur la fin. Parce que finalement, en fait, certes, c'est important de raconter les histoires, mais c'est surtout de se souvenir qui est important. Pour moi, ce que veut dire le film, c'est important de se souvenir, même si le travail de mémoire reste et indéniablement important. Le but, c'est raconter, cette histoire est racontée de cette façon-là. C'est important de le raconter, mais ça aurait pu être raconté sous plein de points de vue différents. Donc c'est ça le but du film, c'est se souvenir pour essayer de pas refaire les erreurs du passé. Sauf que pourtant, qu'est-ce que le film pointe, et beaucoup de fois dans son discours, c'est qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs. Et surtout, il y a des plans, justement, il y en a un qui est magnifique dans la bande-annonce, qui est déjà dans la bande-annonce, c'est le plan où t'as Jean Dujardin au premier plan, et derrière, t'as le journal qui est en train de défiler, en train de s'imprimer, et défiler derrière. C'est juste magnifique en termes de symbolique, ce plan. Je sais plus trop où je voulais en terminer, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de trucs qui font te dire, dans la réalité, on est encore en train de faire ça, faudrait que ça change, c'est un peu un cri d'alarme, quoi.
Mais en fait, ce qui est fou avec le film, je trouve, c'est que donc tu suis un point de vue qui est quand même assez particulier, c'est celui des collabos, et c'est celui de collabos qui Pas n'importe lequel, c'est ça qui est intéressant. Ouais, en effet, et de collabos qui se voilent la face. Et en fait, je trouve que le film ne rappelle pas trop, dans son récit au fil du film, ce qui est en train de se passer finalement. Par exemple, à un moment donné, t'as Jean Dujardin qui dit explicitement dans une lettre « Je suis antisémite ». Et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que le film cache tellement en fait ce qu'il y a de mal dans ce que font les personnages, mais tu sens un inconfort, tu sens une forme de malaise qui s'épaissit au fur et à mesure, que je trouve que c'est encore une fois c'est fort quoi. Ça... c'est génial en fait par rapport à la place de toi en tant que spectateur. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel collaborateur, c'est Jean Lucher, et c'est un peu un des points du film, c'est que Jean Lucher, il a collaboré, mais il n'a pas collaboré tant par idéologie ou par fanatisme nazi, mais il a juste collaboré par intérêt. C'est-à-dire que c'est un homme qui, tu le vois dans toute la première partie, en fait, a toujours galéré, qui a toujours voulu vivre au-dessus de ses moyens, mais qui a toujours galéré pour financer son journal, pour financer son train de vie. Et en fait, en allant dans la collaboration, il a tout ce qu'il voulait avoir. Et en fait, il a conscience que ce qu'il fait est mal, mais par intérêt, il s'enfonce en fait dans ce monde-là. Et alors, est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux ? On peut même se dire que c'est pire, et c'est un peu toute la plaidoirie du procureur à la fin, c'est que il aurait pu faire le choix, et le film toujours te laisse des portes d'entrée où tu dis il va peut-être avoir un sursaut, quelque chose, mais non, il s'enfonce toujours. Tu as notamment cette lettre où il dit je suis antisémite, etc. Et justement, la place du spectateur, c'est que le film te montre pas tout l'envers de la guerre. Tu as justement ce petit milieu de collaborateurs parisiens qui vit dans le luxe, et vraiment le luxe, c'est la déchéance même, dont on parle tu vois, la tête des fêtes, etc. Et justement, toi en tant que spectateur, tu sais ce qui se passe derrière, tu sais toutes les conséquences des propos qui sont tenus par les journaux, de tout ce qui est fait par la collaboration, et ça crée un écart en fait entre les deux qui est très très fort. Mais c'est de quoi déjà que Céline il accuse Lucher avec un terme très précis. Enjolivé. Donc pas assez dur envers les juifs. Donc c'est pour ça qu'il lui dit que lui il est vraiment antisémite. En gros pour Céline, Lucher est pas assez antisémite, il est trop gentil avec les juifs. Et en même temps t'as ce parcours là à côté de sa fille, Corinne, qui est incarnée du coup par Nastia Golubeva-Carax. On l'a vu dans quoi d'autre ? On l'a rien vu ? Dans Les Sentinelles, la série Les Sentinelles sur Canal. Ah, pas vu, mais... Voilà. La fille de Léo Carax. Ouais, voilà. Et elle a vraiment... C'est elle qui porte le film plus que Dujardin. Déjà parce que c'est elle qui narre le film, et c'est elle que tu suis plus, qui apparaît le plus à l'écran. Et je trouve que son parcours, il est presque pire encore que celui de Dujardin, parce que elle a aucune décision, mais juste du profit. Ouais, mais elle subit les choix de son père, un peu. Oui. Et elle ne s'en défait pas non plus. C'est ça, c'est qu'à la fin du film, moi, vraiment, la tirade du « mais je savais pas » et « mais c'était mon père » et tous ces fausses excuses qui cherchent un peu, elle cherche à se voiler la face, tu vois, je trouve que c'est presque pire, tu vois. Je sais pas. Je pense qu'il y a des deux en fait, parce que c'est une conséquence, c'est sur un dommage collatéral du fait qu'elle ait toujours suivi son père, mais c'est ce que montre le film, c'est qu'à jamais ils font le sursaut de vouloir changer ou quoi que ce soit. C'est comme tu dis, des gens qui se voilent la face et qui s'enfoncent, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'au début le personnage de Jean Lucher, justement, c'est un pacifiste, ce que tu as beaucoup dans les années 30, et en fait ce qui se passe beaucoup, tu as une grosse partie de la collaboration, c'est les gens qui sont pacifistes dans les années 30. Dans le début de la collaboration, t'en as beaucoup parce que, faute de pouvoir faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais ? T'es attentiste, tu vois comment se passent les choses, et généralement, à partir de 42-43, t'as toute une partie qui arrête de collaborer, qui passe dans la résistance, mais t'as toute une autre partie, comme Jean Lucher, qui de base était pro-pacifiste et qui se dit que, écoute, on a dit qu'on voulait pas la guerre avec l'Allemagne, finalement, on continue à s'enfoncer dans la collaboration. C'est d'une collaboration, non, c'est d'une entente sincère à collaboration. C'est ça. Ouais. Et à côté, t'as ce personnage-là qui est Otto Abetz, joué par Auguste Diel. Alors j'étais avec une amie quand je suis allé le voir, et elle m'a dit mais c'est fou, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il vole l'image. Ah, totalement. Alors déjà, il a ce faciès qui est très précis, mais il a cette froideur, genre au début, il semble doux, et en fait, plus le film avance, plus il a cette coupe de cheveux qui devient de plus en plus raide, de plus en plus tirée en arrière, et ce regard-là que je trouve terrifiant. Comme Dujardin, en fait, tu sens la progression... Mais c'est assez fou quand tu penses à l'évolution de ces personnages qui sont de base plein de bonnes intentions sincères, et tu vois par exemple le personnage d'Otto Abetz, c'est pareil, c'est qu'on te dit pas tout, on te montre pas tout, et en fait à la fin
où tu te dis que le mec, il en fait, dans tout le film, il insiste pour collaborer, parce qu'il dit que si on collabore pas, les autres dignitaires nazis type Goebbels ou Göring, en fait, ils vont vouloir détruire la France. Puis il affiche un double jeu. C'est ça, en fait, il te présente ça comme la collaboration, comme le moindre mal. Et toi, en tant que spectateur, tu te dis, bah, il a pas totalement tort. Sauf qu'en fait, à la toute fin, tu apprends qu'il a totalement conscience de la déportation des Juifs, il a totalement conscience de tous les actes de collaboration qu'il fait. Et c'est là où ça te met vite une claque en tant que spectateur, parce que tu as presque un côté où tu pourrais presque comprendre ou te dire que ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, mais comme dit Owen, si en fait c'est juste un voilement de la face totale tout le long du film. C'est ça, en fait, il a une totale emprise sur l'entourage qu'il a, en fait, et Dujardin, il tombe dedans à pieds joints, quoi, vraiment. Puis effectivement, les 15 dernières minutes qui viennent questionner la question, qui viennent questionner le pardon. T'as le procureur qui est vraiment très 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 sévère avec Lucher, et en même temps tu comprends aussi la position. T'as eu ce que tu disais par rapport à cette oisiveté, cette collaboration par profit, et à côté t'as le parcours final de Corinne qui retrouve un personnage qui lui était cher avant la collaboration et qui va faire preuve d'un pardon qui est presque trop gentil. En tout cas, pour moi, il est passé comme trop gentil. Après, le discours final, c'est l'art est au-dessus de toutes ces considérations-là, c'est remettre un peu l'art au cœur du débat. Mais cette gestion de la question du pardon et... Parce qu'il y a toute une complexité sur les personnages, justement, avec cette scène finale de personnages que tout oppose, finalement, et qui arrivent à se réunir... Mais voilà, en fait, de toute façon, toute la complexité du film tient à ce que ces personnages ont collaboré par, comme tu dis, oisiveté, par intérêt, plus que par... Et en même temps, si, parce que tu as une forme d'idéologie qui est acceptée, en fait, quand tu fais ça. Et donc, c'est ça qui est assez fort. De toute façon, le film, dès le début, il te ment pas sur la destinée. En fait, ça s'ouvre sur la mort de Jean Dujardin. Sur la finalité de chacun. Ouais, ça s'ouvre, en fait, déjà sur la finalité des personnages. En fait, l'idée, c'est de retracer comment on en est arrivé jusqu'à là. Et tu sens, justement, toute cette déchange des personnages, en fait. C'est très fort. Et en tout cas, ouais, ça parcourt bien les personnages, même les personnages secondaires, tu sens qu'ils ont quelque chose derrière, tu vois. Ils sont pas juste là pour faire fonction. Vraiment, je pense au personnage du second éditeur en chef, on va dire, au moment de la collaboration, qui lui a vraiment des idées totalement qui se complaient dans l'idéologie naziste. Et moi, je trouve ça dingue de se dire que oui, il y a des personnes comme ça qui ont existé. Et en plus, moi, j'ai trouvé ça je trouve la scène folle. La scène est folle. Et j'ai trouvé ça un peu, entre guillemets, marrant, que le mec joue que des personnages de salauds, parce que c'est le mec qui joue un des gars dans Revenge. Ah ouais. Le mec joue que des rôles de salaud, quoi. Mais la scène, elle est folle, parce que justement, c'est-à-dire qu'on arrive, on est au début de la collaboration, commencent en train de sortir le journal, et en gros, t'as les nouvelles lois antisémites qui arrivent en France, et en gros, Jean Lucher veut pas faire d'édito dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans ce côté attentiste, en mode, je sais qu'il commence à se passer des choses antisémites, mais je fais comme si de rien n'était, et t'as lui, justement, son rédacteur en chef, qui fait, non mais moi, si tu veux, je peux faire l'édito, je trouve qu'il y a des lois qui sont acceptables, et tu commences à voir la progression dans laquelle ça va tomber. Jusqu'au moment où il fait son fameux édito. Et après, t'as l'édito et t'es en mode waouh! Et tu dis que ça commence par des mecs de base qui étaient en train de dire nous ne voulons plus la guerre, nous voulons le. Enfin, c'est assez fou en fait la trajectoire des personnages. Et justement, la scène où ils disent bon, on va créer un nouveau journal parce que maintenant on a les fonds et tout, et que t'as vraiment les purs résistants qui disent bah non, on se barre, c'est pas. Enfin, je trouve cette scène déchirante quand tu sais ce qui va arriver aux résistants derrière, tu vois. Non, et puis le moment où Otto dit, je sais plus à quel nazi, que l'antisémitisme est inscrit dans la culture française, tu vois, et que non, mais c'est un très fort décortiquage de la société, de plein de choses. Avec plein de résonances sur des comportements qu'ils peuvent avoir encore aujourd'hui. Ouais. Enfin, vraiment, je trouve le film ultra pertinent, encore une fois, comme Illusion perdue qui était très pertinent sur le journalisme, encore une fois, il y a une partie journalistique très importante, de la presse, qui traite de la presse. Encore une fois, dans ce film-là, et franchement, chapeau, quoi. Mais pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la presse, vraiment, tu t'enchaînes Illusion perdue et Les rayons et les ombres, et je trouve que ça te donne une vision sur le poids et le pouvoir de la presse. Et je trouve qu'en super complément, comme film, je trouve que L'Armée des ombres de Melville, ça passe super bien après. Enfin, je me suis pas refait L'Armée des ombres après, mais je me suis dit, enchaîner les deux, ça peut être vraiment intéressant, quoi. En fait, c'est intéressant dans le sens où c'est ça, le film te montre pas toutes les conséquences de la collaboration avec. Et si tu vois Le rayon et les ombres, si tu vois le film de Melville après, tu vois les deux côtés, en fait. Ouais. Mais L'Armée des ombres développe aussi la question de enfin c'est méchant, hein, mais le côté loser de la résistance, dans le sens où dans L'Armée des ombres, en fait, les résistants passent leur temps à s'entretuer et essayer de trouver des taupes entre eux,
parce que en fait, ils n'arrivent pas à accomplir leur mission. On a passé beaucoup de temps quand même sur les rayons et les ombres. Le film dure 3 heures, faut passer du temps. Mais c'est très très bien. Ouais. Ça fait un peu peur, dit comme ça, 3h20. Mais ça passe bien, de ce qu'on m'a dit. Ouais. C'est que les gens ne voient pas le temps passer. Ouais. Mais vraiment, encore c'est bien une fois, rythmé. Donc, comme j'ai dit, certes, j'ai beau avoir regardé ma montre, c'était pas en mode bon, c'est lassant. Oui. C'était juste pour savoir où j'en étais dans l'histoire. Voilà. Un des gros budgets de cette année niveau cinéma français, puisqu'on estime le budget à 30,6 millions d'euros, dont je pense la moitié pour les clopes. En effet, c'est un film où tu peux avoir. Il fume clope sur clope, c'est un truc de ouf. ouais, c'est la guerre. J'étais dans le Majestic Passy et il y avait que des vieux autour de moi. Ça toussait. T'as fait ta séance 4DX. Alors, non, alors en fait déjà bon, les sièges étaient atroces. C'était vraiment, je recommande pas d'aller à Majestic Passy. Et pendant toute la scène qui est au sanatorium, j'étais entouré de vieux et je me suis retenu fort de faire semblant de tousser. Mais vraiment, ça me démangeait. Je me disais, je vais leur faire peur. Ok, d'accord. Je suis un salaud. C'est pas bien. C'est pas bien. Je l'ai pas fait. Donc pour du coup 303 452 entrées, donc pour la même semaine que Projet Dernière Chance, et c'était donc le deuxième des nouvelles sorties de la semaine. Les 2 films les plus longs de la semaine, les 2 plus gros succès. Les gros bangers, ouais. Voilà. Les 2 plus grands films de l'année, du coup. Non, parce que moi je mets Marty Suprême un petit peu au-dessus de. Mais c'est pas comparable après. Ah, c'est ça, c'est des trucs tellement différents, mais pour moi, je le mets top 3, tu vois. Mais c'est le haut panier de l'année. Ok. Meilleur film français de l'année en tout cas. Et du coup, les amis, avec Sens Critique, j'arrive souvent à choper des places de ciné-expérience et d'avant-première, mais j'arrive jamais à y aller. Du coup, je les passe à mes potes, et du coup, mes potes sont allés voir. Plus fort que moi, I en swear. VF. Et j'ai lutté pour que vous y alliez. Parce qu'à la dernière minute, vous étiez en mode. C'est drôle parce que moi, de base, j'avais vu qu'il y avait une avant-première de I Swear au Hall. Et je m'étais dit, putain, il me donne des places de ciné-expérience, j'ai pas que ce soit un film de merde, je préfère aller voir l'avant-première de I Swear. Du coup, on va dans la salle et c'était aussi l'avant-première de I Swear. Donc, Et il y avait le réalisateur et l'acteur Robert Aramayo, l'acteur, je crois. Hein. L'acteur que j'avais vu, moi, entreaperçu dans Game of Thrones, puisqu'il jouait le jeune Ned Stark dans les flashbacks. Et il joue dans les Anneaux de Pouvoir. Il joue dans les Anneaux de Pouvoir, effectivement, mais j'ai oublié cette série de merde. Oui. Donc, Qui l'a retenu, pardon. Voilà. Mais oui, donc I Swear, très cool. Ce que j'aime bien du coup dans ce film, c'est que c'est à la fois un film éducatif, qui te permet d'apprendre un peu plus sur la maladie de Gilles de la Tourette, et en même temps qui arrive du coup à utiliser cette maladie comme du gag en fait. T'arrives à apprendre à en rire sans forcément mal considérer cette maladie, mais c'est plutôt cool. Et donc le réalisateur le dit lui-même, il lui dit il faut en rire. Je pense qu'il faut en rire parce que il dit que c'est quelque chose dont on peut en rire tout à la fois tout en pleurant. En fait c'est cool parce que avec cette maladie t'arrives à tomber dans un film très dramatique, mais aussi une comédie, parce qu'en fait le concept de cette comédie en tout cas c'est d'utiliser toutes les insultes que va sortir l'acteur pour en faire quelque chose de drôle, quoi. Ouais, tous les tocs, toutes les pensées qu'il a, parce qu'en fait Gilles de la Tourette c'est un peu ça, c'est tu sais que tu dois pas dire un truc, mais tu vas le dire parce que t'as ce besoin qui fait que tu te sens obligé de le dire, même si tu sais que c'est pas bien, voilà. C'est ça, voilà. Donc non, c'est vraiment un film social à l'anglaise, comme peut l'avoir fait Ken Loach, comme peut l'avoir fait plein d'autres réals, et ça passe bien. C'est juste, c'est fluide, c'est drôle, c'est émouvant quand ça doit l'être. Enfin, vraiment, il y a plein de petits moments. Enfin, il y a des pures vannes vraiment dans le film et qui sont soit dus à Gilles de la Tourette ou même pas. Parfois, c'est vraiment comment la vie s'articule autour de ça. Et comment tu peux vivre avec, comment tu peux éduquer comment tu peux éduquer à cette maladie. Et pour moi, le film est aussi une nécessité pour ça, en fait. Oui, c'est le but. Hein. C'est le but du film, et il le fait très bien. Genre, si tout ce que tu retiens de Gilles de la Tourette, c'est juste « Ah, c'est marrant, il balance des insultes, etc. » Non, c'est pas que ça. Et vivre avec ça, c'est difficile, et c'est ce que le film montre. Et je pense que c'est un très bon moyen d'en apprendre plus sur ça, et en plus de se barrer un bon coup, quoi. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout le film, ce qu'il disait le réal, c'est qu'il a surtout privilégié de filmer en plan d'ensemble ou un peu plan grand. Parce qu'en gros, l'acteur avait vraiment une liberté totale de jouer ses tocs sans que ça soit écrit. Alors il y avait des moments où c'était écrit, donc on savait très bien qu'à un moment il allait réagir comme ça dans le script, mais il laissait aussi la liberté à Aramayo de péter un câble comme ça pour justement surprendre les acteurs à côté. Et il y a eu tout un travail en fait où l'acteur a passé, je crois, plusieurs semaines avec justement cet homme qui a eu la maladie
qui est une espèce de film sur lui, j'ai oublié son nom, bref. John, voilà, qui a donc il a inspiré le passé, qui a inspiré le film, parce qu'il faut savoir que le film se passe, j'utilise vraiment Jérémy, en Écosse, dans les années c'est 80, et à ce moment-là, la maladie n'était pas du tout connue. Et en fait, le vrai problème de la maladie, mais je pense que n'importe quel film qui parle d'un handicap, le problème, c'est pas la maladie en elle-même ou l'handicap, c'est les gens autour qui n'arrivent pas à vivre avec cette maladie ou à la comprendre. Et tout le principe du film qui des fois est touchant, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi. Déjà au sein de la cellule familiale, c'est compliqué. Et donc tu passes ta séance, moi j'ai passé ma séance la bouche ouverte en mode. Mais les gars, genre juste, vous comprenez qu'il a une maladie, c'est tout, quoi, tu vois. Mais à l'époque, c'était pas compris. Parce que nous, on a grandi avec, on sait ce que c'est. Mais à l'époque, pas du tout. C'est en partie grâce à ce mec-là d'ailleurs que ça a été démocratisé, même peut-être pas qu'en Grande-Bretagne, mais peut-être aux yeux du monde, etc. C'est ça. Donc c'est très frustrant en fait comme film parce que tu te dis putain. Donc c'est à la fois un biopic, une comédie, enfin c'est très touchant. C'est vraiment il y a plein de choses dans ce film. Ça dure 2 heures je crois. Et puis chaque personne a des caractéristiques propres à la maladie. Par exemple, lui il l'explique dans le film. C'est qu'il a un toc, c'est dès qu'il voit un lampadaire, qu'il a l'impression qu'il y a un peu de traviole, il lui fait un bisou. Tu vois, mais c'est pas, alors tu vois, chaque personne qui a cette maladie a ses tocs en fait. C'est assez intéressant. Et en fait c'est ça. Et au fur et à mesure du film, il essaye pas de combattre ça parce qu'il sait qu'il y a aucun remède. C'est juste, il essaye de vivre avec et de vivre mieux avec. C'est juste ça. Et que les gens autour sachent comment vivre avec. Ouais, parce que c'est tout un truc. C'est-à-dire que le mec, en gros, il explique qu'il va plus en ville, il a pas de travail puisque tous ses tafs lui refusent. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où tu ne vis plus. Tu ne peux pas vivre avec cette maladie. Et le film essaie de te montrer comment des voies alternatives, quoi. Voilà. Donc très touchant. L'acteur est très très bon. Vraiment, franchement fort. Il avait été facilement éclipsé entre Chalamet et DiCaprio et c'est le BAFTA qu'il a reçu. Oui, c'est ça. Oui, il a reçu le BAFTA. En grande partie, je pense, parce que c'est un acteur britannique, sur un film purement britannique, je pense. C'était une très bonne surprise. Et, oui, vraiment très bon film. Si vous confirmez que c'est vraiment un très bon film... allez le voir, à fond. Qui sort le 1er avril. Le 1er avril, ouais. Et en complément, donc, après L'Armée des Ombres, je vous recommande l'épisode de South Park... Gilles de la Tourette ? Bah oui, celui où Cartman fait semblant d'avoir Gilles de la Tourette pour pouvoir dire plein d'insultes. Ah, je le connaissais pas du tout. Ok. Mais par contre, c'est vrai qu'en sortant de la séance, c'est pas pour ça. Je me moque pas de la maladie, mais il y a un truc un peu où t'as aussi envie un peu de lâcher des trucs, quoi. Tu vois, dans la nature, de crier, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu. Cartman. J'ai joué Cartman en fait. Voilà. J'ai en profité. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai vu après coup qu'il y avait un gros scandale aux Oscars. Au BAFTA. Ils ont invité l'acteur sur scène, c'est ça? Voilà, et l'acteur est invité sur scène. Participer. Non, le mec. Le vrai mec. Attends, non, il est pas mort, le vrai mec. Oh, putain, non, il est vivant. Non, le vrai mec, du coup, était invité au BAFTA, donc il était dans le public, et à un moment, t'as Michael B. Jordan qui est sur scène, et le mec lâche le N-word. Ah, mais oui. Et en fait, les gens ont pété un câble, tu vois, et c'est assez drôle que du coup, le film parle de ça. Littéralement. Et qu'il y ait justement cet événement-là, quoi. Contexte. Voilà. Les mauvaises langues diront que c'est grâce à ça que Michael B. Jordan a eu son Oscar. Je pensais parce que Chalamet on a trop fait. Un peu trop dit de bêtises avant les Oscars, peut-être. Ouais, c'est débile en plus, parce que franchement... Oui, on va pas refaire les Oscars. J'ai l'impression qu'on reste beaucoup dans les Oscars là. Il faut qu'on passe à autre chose, les gars. Bah écoute, on va passer à The Will Kill You. C'est un film, alors réalisé par Kirill Solokov en russe et produit par ton cher ami Andrés Muschietti. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est un mec qui s'est dit vas-y, j'aime trop le cinéma de Quentin Tarantino, j'aime trop les films d'action à la The Raid, j'aime trop les délires un peu sataniques, je vais faire tout ça là-dedans, et ça fonctionne absolument pas. Tu sens que le mec avait plein d'inspiration, mais ça colle pas. Alors, le film est court, donc au moins le supplice est de courte durée, mais je trouve que c'est pas intéressant en fait. Certes, c'est un film d'action qui se veut un peu avec des effets gore, avec des effets un peu grand guignolesques, mais une fois que t'as vu la première scène, en fait, t'as un peu vu tout le film. Vraiment, pendant le film, je me suis fait la réflexion. Putain, j'ai l'impression de voir un film que j'aurais pu trouver sur Insomnia, quoi. Enfin, c'est le truc sur Canal. Parce que vraiment, le scénar, c'est du cliché au possible. Alors après, est-ce que ça se veut comédie et le film m'a pas fait assez rire pour que je sente cet aspect-là et que du coup je l'ai pris juste comme un film d'action comme ça, avec un délire un peu horrifique, satanique, tout ça. Donc, et au final, je suis passé totalement à côté de la comédie. Donc si je suis passé à côté de la comédie, c'est que ces effets comiques ne fonctionnaient pas sur moi.
Donc soit le film a un mauvais dosage de ces éléments, soit d'action, soit d'horreur, soit de comédie pour que ça me touche, soit c'est que le film est totalement mauvais. Mais des avis que je vois, les gens ont l'air de plutôt apprécier. Bah ouais, j'étais en train de regarder les avis, hein, mais Ouais, non, je sais pas, il a pas fonctionné sur moi le film, peut-être. on va pouvoir sortir la phrase préférée de Jérémy. Ça me touche pas. Ça me parle pas. Ça me parle pas, ça me touche pas. Non, pourtant j'adore les films d'action qui essayent des trucs comme ça, tu vois, mais moi je le comparerais à The Raid, et The Raid est un bien meilleur film d'action que ça, tu vois. Enfin, je sais plus dans quelle occasion d'en parler, mais c'est vrai que je me refaisais la réflexion en revoyant ce film, c'est que The Raid, l'avancement de l'histoire se passe par l'action. C'est vraiment un film où t'as pas tant de dialogue, de moments de dialogue et de séquences dialoguées, et l'histoire avance et la narration avance grâce à l'action. Alors que là, non, le film sont obligés de se poser, de faire des flashbacks pour te résumer tout ce qui s'est passé, alors que ça aurait pu être un film comme ça, un film qui, grâce à l'action, amène à avancer la narration. Sauf que non. Donc voilà, c'est un gros pétard mouillé pour moi. Tant pis, c'est très difficile de trouver des transitions. Bah, surtout là, je t'ai amené on va parler de Lost Media. Oui. Oh la vache, j'allais encore oublier. C'est vrai qu'il y a cette série. Comme ces médias qui sont oubliés, j'essaie de trouver un... J'ai rattrapé moi tous les épisodes. Un gros pétard mouillé comme les Lost Media, du coup. Ouais. Lost Media de Timothée Hochet et Lucas Pastor. Alors, j'ai pas vu Coles, mais je sais que Coles a une fanbase vraiment très grosse. Coles, c'est pour avoir vu même la version américaine qu'ils ont faite. De quoi, excusez-moi, Coles. En gros, c'est une série qui se base uniquement sur des appels téléphoniques, et en fait, tu suis une histoire que via des appels téléphoniques. Ah, d'accord. Et Coles, en fait, au moins la première saison est franchement une super idée et fonctionne super bien. Ils ont fait un remake américain, ils auraient pas dû. Les saisons, je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 saisons en France, ils auraient peut-être pas dû non plus. Mais en tout cas, la première saison de Coles, c'est vraiment une belle idée, une belle trouvaille. Je pense qu'ils ont voulu réitérer ça avec Lost Media, sauf que ça ne fonctionne absolument pas. Bah écoute, moi au début, en fait, j'ai juste vu qu'il y avait un truc en rapport avec Feldup. Et moi, j'aime vraiment bien Feldup. Et je me suis dit, bah, Lost Media, Feldup, Canal+, j'ai vraiment cru au début que c'était un projet de Feldup, bêtement. Alors que pas du tout. Donc j'ai complètement raté le coche. On ouvre l'épisode 1, qui dure 13 minutes, c'est un piano vivant qui tue quelqu'un. Et le concept, il est tel qu'il est. Il y a... En fait, je finis l'épisode en regardant Jérémy et dis mais c'est pas bien. Oui, le premier épisode est vraiment très nul. C'est ça. Et du coup, on regarde épisode 2. Et épisode 2, on le finit. Et je redis, c'est pas bien. C'est pas bien, quoi. Oui, c'est gênant. C'est de... Je trouve que le 2, c'est celui avec la Alison tubeuse, Vert. là. Ouais, voilà. Non, c'est avec la chouette, là. Papy Chouette. Oui, voilà, Papy Chouette, là. Ouais, bon, il y a un truc un peu... ça va vers l'humour, un peu, une espèce de comédie un peu grinçante, un peu... Mais ça marche pas. Non, ça marche pas, je suis désolé. Ils font un autre épisode comme ça, un peu sur une émission de télé, pareil, pour moi ça ne fonctionne pas. En fait, tout le problème de cette série, c'est que d'emblée, ne craignez rien, c'est une fiction. Tu annihiles tout en faisant ça. Le simple de faire une production Canal+, de Lost Media qui sont des contenus sur Internet, ça ne marche pas. Enfin, il y a un truc déjà qui marcherait pas. Mais moi, j'ai lu des analyses du truc qui expliquaient que voilà, chaque épisode veut te parler de santé mentale, de maladies mentales qui s'immiscent. Et je vois pas le rapport avec les Lost Media. Je vois pas pourquoi on vient de créer un truc avec Cadmerade en voix off qui parle à une fille progressivement ça, du coup, ça sert à quoi, et venir te parler de IA. Je comprends pas, genre d'une personne qui crée de manière générative des vidéos et que c'est des vidéos que tu es en train de regarder, mais en même temps tu reconnais les acteurs, tu reconnais la voix d'Emmanuel Curtier, tu reconnais Feldup, tu dis mais putain Feldup c'est quoi, de quoi tu nous parles d'un mec qui fait un stream sur la lune. Moi j'ai bien aimé le truc de Feldup. C'était nul. En fait je trouvais ça très très mignon, genre l'histoire, je trouvais ça assez... Justement, donc tu sens qu'ils ont eu plein d'idées et que ça vient de différents cas de Lost Media ou même d'étrangetés d'internet, si on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, t'as l'épisode qui se passe sur un plateau télé dans les années 70 américains. Pour moi, ça fait référence un peu à Christine Chubbuck. Une vidéo de Feldup, bon voilà, comme Feldup pourrait en faire. Le côté le côté avec le dessin animé, ça te refait penser, par exemple, moi ça m'a fait beaucoup penser à Mandela Catalogue. Même tout l'épisode le dernier épisode, pour moi, le début, j'avais l'impression de voir du Alan Tutorial. Enfin, non, il y a beaucoup d'éléments où tu te dis, ils ont été piochés ça pour base. Sauf que là, ce qu'ils font de leur base,
Je suis désolé, c'est de la merde. Tu ne peux pas dire je prends ça comme élément de base, je vais le développer, mais il le développe de manière tellement mauvaise, en sachant, on sait déjà que c'est une fiction, il n'y a pas de peur qu'il peut instaurer, et même quand la peur peut être instaurée et que ça fonctionne bien, notamment sur l'épisode avec le dessin animé, en fait, il coupe au moment où c'est le point culminant et tu te dis, là, je suis vraiment en tension, là, je suis vraiment angoissé, etc. Mais ça coupe à ce moment-là. C'est vrai que cet épisode-là, c'est le seul épisode où je me suis senti un peu en tension. Oui. Et en fait, je commençais vraiment à me dire, celui-là, je l'aime bien, et il s'est terminé. Et j'étais comme C'est trop Jérém, quoi. dommage. Je trouve qu'il y avait aussi des trucs très mauvais dedans, c'est que dans cet épisode de la dessin animé, peut-être dans les autres, c'est que les personnages expliquent trop. Ouais. C'est ça. T'es en mode, mais les gars, on a compris, ça ne sert à rien d'expliquer, justement, laissez-nous kiffer, quoi, en fait. Et puis l'esthétique est trop propre pour certains trucs, tu vois. Enfin, l'esthétique est trop propre, tu sens pas que ça fait réel, tu vois, dans l'idée de Lost Media. Bien que, du coup, vu que c'est des fictions qui sont créées par IA, donc, vraiment, il y a tout un bordel à ce niveau-là. Je sais pas, vu que en fait, le principe même ne fonctionne pas pour moi. C'est de dire qu'un Lost Media, c'est un truc qui sort de nulle part. Voilà, c'est un truc dont dont plusieurs personnes sont censées avoir le souvenir. Sauf que là... Voilà, ta création originale, Canal+, un Lost Media, ça apparaît dans ta face, soit dans tes souvenirs, soit par hasard. Et voilà. À part l'épisode avec la voix d'Emmanuel Curtier, l'épisode avec des voix off, ça, c'est un épisode drôle. Oui. Voilà, c'était un épisode que j'ai bien aimé. Ouais. Il y a 2 épisodes à sauver. Moi, je suis désolé, bizarrement, j'ai bien aimé l'épisode de Feld Up. Genre, j'ai trouvé ça très... l'histoire dont il nous parle, c'est assez surréaliste, très, très drôle, en fait, très même mignon. Genre, tu vois, le fait qu'il y a un homme sur un astéroïde, enfin, il y a un truc un peu très... le Petit Prince vibe, je sais pas comment vous expliquer. Et un truc en même temps un peu étrange, un peu dérangeant. Non, je sais pas, moi, j'ai bien apprécié, même si... Je pensais clairement que Lost Media c'était que Feld Up en fait, que c'était une collaboration en fait entre lui et Canal, et qu'il allait avoir un truc plus large. Pareil, moi je pensais que ça allait être une création documentaire. En fait, on s'intéressait à des vrais cas de Lost Media. Oui, voilà, exactement. Je pensais que c'était ça, moi de base. Donc en fait, on n'a pas du tout compris le projet. Après, j'ai vu la fiction, je me suis dit pourquoi pas. Mais non. On va peut-être passer à autre chose, les amis. Ouais, parce que ça fait 5 minutes. Ça. Ouais. Mais le temps file. C'était pas des épisodes très longs. S'il y a une saison 2, j'irai pas regarder. Non. Voilà. On a enfin fini notre grande section de critiques, mais de rien, elle était longue. Et il reste 2 rubriques qui sont possédées par Jérém. Je possède la fin de l'émission. Là. Tu possèdes les chiffres de Ryan Gosling. Et oui, je possède les chiffres de Ryan Gosling, mais je vais vous les offrir quand même. Voilà, c'est parce que je suis sympa. C'est généreux, mec. Donc du coup, à l'occasion de la sortie de Projet Dernière Chance dont on vient de parler, j'ai voulu m'attarder sur un acteur qui est passé par plein de phases différentes dans sa carrière, des débuts dans l'indé, puis passé par des films d'auteur, et maintenant une phase où son côté comique est bien plus mis en avant. Ryan Gosling, donc petit rappel d'usage, Projet Dernière Chance n'est pas pris en compte dans les chiffres du box-office. Commençons. Ryan Gosling, c'est 30 ans de carrière depuis son premier rôle dans Frankenstein and Me, sorti en 96. C'est 29 films à son actif en comptant Projet Dernière Chance, donc un film par an à peu près, avec Ryan Gosling à l'affiche. Et 26, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels il a travaillé. Donc il a travaillé au moins 2 fois avec 3 réalisateurs, donc Damien Chazelle pour La La Land et First Man, Nicolas Winding Refn pour Drive et Only God Forgives, et enfin Derek Cianfrance pour Blue Valentine et The Place Beyond the Pines. The Place Beyond the Pines, d'ailleurs, j'ai toujours cru qu'il était réalisé par Nicolas Winding Refn, mais... Ah non. Je sais pas du tout. Non, mais je sais pas, c'est... C'est l'image que j'ai aussi de l'affiche. Voilà. Ah ouais, vous trouvez ? Oh non. À noter, même si c'est quelque chose de connu, Ryan Gosling a 3 films en commun avec Emma Stone, Crazy Stupid Love, Gangster Squad et La La Land. Et du coup, le projet Ellie Mary, parce que c'est une Stone. Oh, trop fort. En fait, je confonds beaucoup Only God Forgives et The Place Beyond the Pines. Ah, ok. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est lequel selon vous ? C'est La La Land. Blade Runner. C'est Drive. Allez, La La Land. Oh non, c'est Projet Dernière Chance, les gars. C'est avec 8,5 sur 10. Après, oui, mais il a combien de notes pour le moment ? Je crois qu'il a quand même pas mal de notes. J'avoue que bon, si tu comptes pas celui-là, il me semble que c'est La La Land. Alors non, sinon c'est à égalité La La Land et Blade Runner 2049. À égalité. Ouais, à 8 tout rond. Quant à son film le moins bien noté, c'est lequel selon vous ? The Notebook. T'as pas aimé. Détesté. Non, il a fait des films. Attends. Sans doute un film qu'il a fait en début de carrière. Song to Song ? Alors, Julien a la bonne réflexion, puisqu'en effet, c'est son tout premier rôle, donc Frankenstein and Me, avec 4,9 sur 10. Ah, dur. Et en moyenne, ces films sont notés 7 sur 10.
Pas dégueulasse. C'est tout sympa. Parlons box-office maintenant. Gosling, niveau box-office US, a quand même engrangé plus de 1,6 milliard de dollars avec comme plus gros succès Barbie, bien évidemment, avec 636 millions de dollars de recettes. Niveau mondial, c'est sans grande surprise également Barbie, son plus gros succès, avec 1,4 milliard de recettes mondiales. Et c'est le seul film de sa carrière à dépasser le milliard. Peut-être le deuxième si Owen a raison avec son pari. L'ensemble des recettes des films dans lesquels Ryan Gosling a joué s'élève à plus de 3,6 milliards, avec une moyenne à 130 millions par film. En France, pas de surprise non plus, puisque c'est Barbie qui est en tête des blocs avec plus de 5,8 millions d'entrées. Mais, à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées avec Ryan Gosling, c'est le film qui s'appelle Une fiancée pas comme les autres, que j'ai découvert récemment, donc avec 12 652 entrées, où en gros c'est Ryan Gosling qui joue un mec qui, en fait, sa meuf c'est une poupée. Ah oui, Lars in the Real Girl. Voilà, Ouais, en version originale. Ouais. Et c'est bien. Bah, c'est flippant. Hein. Dedans, vraiment, t'as Gosling qui a genre 10 kilos en plus, une moustache, et qui présente sa femme, une poupée, aux gens. Réalisé par Craig Gillespie, du coup, qui a fait après, plus tard, I, Tonya, Cruella, qui s'occupe de Supergirl, là, maintenant, qui va sortir cette année. 5 des films avec Ryan Gosling ont dépassé le million d'entrées en France, et au total, ces films ont fait pas loin de 20 millions d'entrées, avec une moyenne d'environ 850 000 par film. Au niveau des récompenses, Ryan Gosling, c'est 280 000 nominations dans des cérémonies de récompenses pour 60 victoires, donc que des nominations et aucune victoire aux Golden Globes et aux Oscars. Et donc nous allons passer à nos chiffres sur la filmographie de Ryan Gosling en reprenant Projet Dernière Chance dans les comptes. J'ai juste un truc à dire sur Ryan Gosling. J'ai jamais trop compris sa voix. Il a une voix grave. Je trouve qu'il a un grain de voix, un timbre de voix. Je sais pas, j'ai toujours ressenti de l'inconfort en l'entendant parler. C'est une énigme pour toi, c'est ça, son timbre? Ouais. Il a fait du doublage, Gosling. En fait, il a pas la tête de sa voix. Enfin, il a pas la voix de sa tête. Je sais pas. Ça me perturbe. Bah, toi aussi, t'as pas la voix de ta tête. Eh oh, qu'est-ce que tu dis là? Ça marche mieux là. Ouais, ça me ressemble un peu plus, ouais. Donc au nombre de films avec Ryan Gosling vus, Owen est dernier. Je suis nul. Avec 6 films vus. Pourtant, j'ai essayé d'être moins nul, j'ai regardé Big Short avant. Ça n'a pas suffi. Et deuxième, du coup, Fred, avec 8 films. Et pourquoi je dis deuxième? Puisque nous sommes premiers à égalité avec Julien, avec 9 films vus. Ah ouais, à 9 films près, les gars. À un film, du coup, près, mais... Oui, à un film près, les gars. Ça veut dire que je suis seul dans ma nullitude. Oui, un peu. 4 films avec Ryan Gosling ont été vus par tous. Projet Dernière Chance, bien évidemment, puisqu'on vient d'en parler, mais également Drive, La La Land et Barbie. Un peu ces gros films, on va dire. Oui. A contrario, 15 films avec lui n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont Blue Valentine, Les Marches du Pouvoir ou encore Gangster Squad. Et en même temps... Non, c'est Gangsterdam le fameux avec... Oui, tu confonds Gangster Squad et Gangsterdam. Oui. Ryan Gosling n'a pas joué avec Adams. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, c'est des films, j'ai pas l'intention de les voir. En fait, je m'en fous un peu. Ah, c'est ça. Enfin, quoique, Blue Valentine, ça a l'air sympa, mais les débuts de sa carrière, les films dans lesquels il est joué, c'est pas si bien que ça, quoi. Pas l'impression que ce soit ouf, ouais. Nous sommes 3 à avoir vu un film avec Ryan Gosling que les autres n'ont pas vu. Fred en a 2. N'oublie jamais et Crazy Stupid Love. Oh, vous avez pas vu Crazy Stupid Love? Mais non, ça fait vraiment partie des trucs. C'est génial. J'ai envie de le voir. Il y a Steve Carell. J'adore ce film. Trop bien. Toujours pas vu. Julien est le seul à avoir poursuivi la collaboration entre Gosling et Winning Refn avec Only God Forgives. Je n'aime pas ce film. Et pourtant, tu es le seul à avoir vu. J'ai beaucoup de rêves, mais Only God Forgive, je n'aime pas du tout. Ok. Et enfin, je suis le seul d'entre nous à avoir vu Song to Song et je suis étonné que Fred ne me rejoigne pas sur Terrence Malick là. Ouais. En fait, j'ai ce côté-là avec Malick où je préfère le voir au cinéma, et comme la trilogie urbaine, donc il y a Song to Song, un autre film avec Christian Bale, Night of Cups, c'est des films qui repassent jamais au cinéma. Ils ne pas mettre ces films à Malick au cinéma. Je crois que de manière générale, ils sont pas très aimés ces films. Song to Song, c'est vrai que je l'avais vu en salle, je m'étais un peu fait chier. Tu l'avais vu en salle? Ouais. À l'époque quand c'est sorti, ouais. Je m'étais fait chier. Il faut le voir en salle. Qui a pas vu Nice Guys? Du coup moi je l'ai pas vu. Ah bah attends on va y venir, pardon. Spoil. Julien avait aussi, du coup, j'ai oublié de le noter, pardonne-moi, le seul à avoir vu The Nice Guys. C'est cool. Mais en même temps, c'est très cool, The Nice Guys. Ça m'a jamais tenté. T'es pas tenté par ses rôles, quoi. Mais en fait, Gosling, oui, de manière générale, je vois qu'il est à l'affiche, mais je m'en fiche. Je pense The Place Beyond the Pines, par contre, c'est incroyable. À ce point? Moi, fan. Ah, j'ai adoré. Ça, pour le coup, à voir. Et enfin, dans les films qui ne manquent à une seule personne d'entre nous, seul Fred. Et dans ce cas-là, puisque sur 2 films, car c'est le seul à ne pas avoir vu The Big Short et Blade Runner 2049. Et oui. Big Short, ça s'est joué à quelques jours, hein, parce que... Et Blade Runner 2049, est-ce que ça vaut le coup? Ah oui, moi je trouve que c'est très très bon Blade Runner 2049. Je préfère l'original, mais j'aime bien le 2040. C'est Denis Villeneuve, quoi. Au moins, c'est beau.
Ok, à rattraper alors. Et moi, qui a pas vu First Man? Parce que moi, je l'ai pas vu, du coup. J'ai pas vu First Man. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Mais je m'en fiche aussi. C'est le Chazelle le moins marquant, on va dire. Le moins marquant. En fait, celui qui me tente le plus, c'est The Notebook. Maintenant. Alors voilà, je voulais y venir. Ne regardez pas The Notebook. Que ce soit Owen, Julien, Jérém, nos auditeurs, ne regardez pas ce film de merde. Désolé. Je suis très très dur, mais c'est très nul, c'est très gnangnan. C'est le genre de film que tu regardes quand t'es triste et que t'as envie de manger une glace en étant triste. Mais à la fin du film, c'est nul. Ça se trouve, t'étais pas dans le bon mood pour voir le film. Non, T'as non, mangé mais... une glace pendant le film, du coup? Non, même pas. C'est peut-être pour ça. Non, mais je vous jure, vraiment, c'est un film qui en plus, qui te met en avant des relations toxiques et qui te dit que c'est de l'amour. Enfin, il y a tout un truc. Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça au cinéma. Ouais, non, mais là, je vous le déconseille vivement. C'est très très nul, malheureusement. C'est Rachel McAdams. Je sais. Regarde-le en accéléré, en 2. Carrément. Bon. Merci pour tes chiffres, mon cher ami. Merci beaucoup, Jérém. Merci. Voilà. Et est-ce que ton Joker tient sur Ryan Gosling aussi? L'amour au cinéma précon soit-il notre... Non, je rigole. Je dis, il va vraiment rester pendant toute l'année, genre. Non, rien à voir avec Ryan Gosling, n'a rien à voir avec Projet Dernière Chance en général, ni avec l'amour. Non, alors c'est vrai que j'avoue avoir dit à Owen, je sais plus si on a traité ce Joker-là ou pas. Peut-être on l'a déjà fait, mais il me semble pas. En fait, j'ai eu cette réflexion de me dire, les plans séquences au cinéma. On l'a déjà traité. Merde. Non, je rigole. Non, je crois pas qu'on ait fait. Non, on a dû en parler, mais pas en Joker. Voilà, donc du coup, moi j'avais... je sais pas, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, les plans séquences, et je me suis fait la réflexion, déjà, première question, lesquels vous ont marqué, et question qu'on va amener peut-être après, et que j'aimerais bien qu'elle rentre dans le débat, c'est, est-ce que maintenant c'est toujours aussi signifiant qu'avant, ou est-ce que maintenant c'est juste un effet de style, purement un effet de style pour le style? Bah déjà, venez, on définit plan séquence. Peut-être les gens qui nous écoutent, certains, j'ai l'impression qu'ils confondent plan long et plan séquence. Voilà, qu'est-ce qu'un plan séquence? De base, un plan séquence. J'adore, j'aime trop, j'étais fasciné quand on m'a appris ça. Un plan séquence, techniquement, c'est un plan dans une seule séquence. Donc en soi, une séquence, ça va se traduire par un temps et un lieu. Donc si on est dans une pièce, dans une cuisine, et qu'il y a un grand plan long, et qu'après on fait une sorte de contre-champ sur un personnage dans la continuité, c'est plus un plan séquence. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Il y a plein de gens qui disent « Waouh, c'est impressionnant, le plan séquence ». Mais en soi, voilà, faut bien savoir ce que c'est. C'est un plan dans une seule séquence. Une séquence composée d'un seul plan. Voilà. Tout si simplement. vous voulez avoir la référence ultime du plan séquence, c'est, je crois qu'on colloque avec une sacoche. Voilà, c'est du pur plan séquence. Oui. Owen, il a là. C'est pas moi le coloc. Je suis pas une sacoche, moi. Enfin, quoique. Mais. Je connais pas du tout, c'est quoi? Je connais pas ce classique de YouTube. Sur YouTube. On le regarde après. C'est 9 minutes de pur bonheur. Ça t'explique ce D'ailleurs, j'ai dit, en sortant de Lost Media, j'ai dit, c'est marrant, j'ai vu un film, il est vachement meilleur que Lost Media, ça tient autant de temps, ça redéfinit bien mieux le Lost Media. C'est mon coloc qui une sacoche. C'est vraiment la réponse à tous nos mots, en fait. Ah ouais. Non, moi, ma référence, de toute façon, c'est Les Fils de l'Homme. Hein. Oui, mais tu vois, les plans séquences. On voit le plan séquence comme un truc, comme un plan en mouvement constamment, alors qu'en fait, il y a des super bons plans séquences qui sont des plans fixes. Bah, t'as le truc de Hunger, là. Hunger, oui. C'est un plan séquence de 17 minutes, c'est plan fixe, juste avec Fassbender et je sais plus quel autre acteur. C'est l'acteur qui joue Davos dans Game of Thrones. Mais je sais plus son nom. Qui sont juste assis à une table et ça parle pendant 17 minutes. Techniquement, l'antépénultième plan de Un simple accident aussi, c'est un plan séquence, dans mon souvenir. Oui, qui a un plan séquence fixe. Donc oui. tu vois, on traduit beaucoup par le mouvement, par de l'action. Donc les Fils de l'Homme, c'est clairement ça. Hein. Par le déplacement dans différents lieux, parce que les Fils de l'Homme, t'as 2 giga plans séquences. T'as le plan séquence de la voiture, la caméra, elle est au milieu de la voiture, elle tourne autour, et tout à coup, la voiture est attaquée, et il n'y a pas de coupe, et tu suis en temps réel la mort d'un personnage qui agonise d'une blessure, et t'as le plan séquence, moi qui m'a vraiment marqué, c'est le plan séquence du tank, parce qu'il passe d'un extérieur très chaotique à un intérieur avec des couloirs et avec un changement radical d'ambiance et puis aussi de signification, parce que tu es dans un monde chaotique et là tout à coup tout le monde se tourne autour d'un même chose et c'est très fort. Mais tu vois, moi plan séquence en soi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était 1917, qui était composé de plein de petits plans séquences qui donnaient l'impression que tout le film était fait en un seul plan. Alors je crois qu'à un moment il y a une ellipse quand même, parce que le personnage se tape, bref. Et ce que j'aimais beaucoup moi dedans, c'était un moment très marquant, c'est quand on passe de l'orange au bleu.
C'est qu'on passe d'un moment dans une espèce de ville en feu à un moment beaucoup plus paisible où t'as le personnage qui est dans un fleuve avec des fleurs. Oui. Et c'était vraiment ce changement de colorimétrie qui était assez fort dans le plan séquence en tout cas. Je me souviens à l'époque, tout le monde se touchait sur Roger Deakins pour ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Bah, ça m'avait marqué, moi. Moi, mon plan séquence de référence, c'est Atonement. Reviens-moi en français. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai revu récemment, j'adore ce film. Tu vois la scène du plan séquence ou pas? Quand il arrive en fait dans le camp militaire. Oui, et oui, clairement. Oui. Et en fait, c'est long. Je crois qu'il dure vraiment bien 5 minutes, voire 10 minutes le plan séquence. Sur la plage, c'est ça? Ouais, c'est la plage où tu as tout le camp militaire qui est installé. Mais ce qui m'a toujours impressionné avec ce plan séquence, c'est que pour le coup, tu es vraiment dans un changement de registre dans le film. C'est-à-dire que le film, on est un peu vraiment dans une romance, mais intime bourgeoise. Ouais, romance intime bourgeoise, etc. Et là, on rentre vraiment dans le film de guerre. Et en fait, pour le personnage, tu es vraiment dans un changement. Comme pour le spectateur, tu passes vraiment dans quelque chose qui est totalement différent et tu sens que la guerre va arriver avec ses conséquences. Et je trouve que c'est pas un plan qui est gratuit. Non, c'est vrai. C'est vrai que par exemple, moi je me souviens d'un des derniers plans séquences qui m'a marqué, mais pour une bonne et une mauvaise raison, c'est Babylone. Parce que l'introduction de Babylone se passe dans une fête et t'as cette caméra qui descend, qui remonte, qui vient s'immiscer sur un dialogue pendant la fête pour quitter, tout ça. Enfin, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, ce truc-là. Ça se faisait même dans ça, Welcome à Derry, et c'était nul. Voilà, et donc du coup c'est génial, ça me fait une super transition du coup pour la deuxième partie de ma question que je vous évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est du coup un effet de style purement pour impressionner ou c'est toujours aussi signifiant plan séquence? Parce que tu dis ça, j'ai l'impression que beaucoup de films se disent « Ah vas-y, pour mon premier plan, je vais faire un plan séquence » et il y a eu toute cette période où on s'est dit « Putain, juste pour dire waouh, je veux marquer mon film, enfin je veux marquer les spectateurs dès le premier plan du film, je vais faire un plan séquence. » Celui qui m'a vraiment énervé là-dessus, c'était The Revenant. Et même Iñárritu de manière générale. Moi, de manière générale, je trouve que Iñárritu, c'est beaucoup de technique pour beaucoup de m'as-tu vu. Et je trouve que The Revenant, c'en était vraiment la goutte de trop. Iñárritu, c'est... Birdman, c'est Iñárritu. Oui, Birdman, moi j'ai trouvé ça très bon. Il y a une période, je me butais à Birdman, vraiment. Hein, mais c'est vrai que The Revenant, franchement, ça m'avait un peu comme toi, ça m'avait un peu gonflé. Ouais. C'était vraiment genre, on allait tourner en extérieur, on a un super acteur, il veut vraiment son Oscar, on va vraiment lui mettre de la misère, on va lui faire pêcher un poisson, remonter une pente, manger son poisson, ça va durer 7 minutes, et il n'y aura pas de coupe, et... stop. Moi, un plan séquence que j'ai trouvé signifiant mais qui était un peu relou à voir, c'est dans Ghost Story. Vous l'avez vu ou pas, Ghost Story? Toujours pas. Oui, toujours moi j'aime pas. beaucoup. Je crois de quel plan tu parles, même si je l'ai pas vu. En fait, il y a un plan qui a bien fait parler, t'as une séquence où t'as Rooney Mara qui vient de perdre son mari, c'est le concept du film, et qui mange une tarte. Ouais, j'en ai entendu parler. Et qui fait une crise en fait du comportement alimentaire et qui mange toute la tarte. Et le plan vraiment reste fixe et ça dure, je crois, 7-8 minutes. Et je trouve ça, gratuit. Non, justement, je trouve ça... Je sais pas en fait. J'ai envie de croire que c'est gratuit et en même temps je me dis c'est intéressant, ça te montre un état d'âme, ça te montre quelque chose de puissant, de fort. Et puis elle mange toute la tarte. Mais c'est ça en fait, la performance mec, tu te rends compte? Elle a mangé toute la tarte, vraiment. Donc pour toi un plan séquence, il y a toujours des réalisateurs qui utilisent le plan séquence pas pour effet de style mais pour signifier quelque chose. Oui, non mais en soi oui, par exemple, ou alors plus pour à la fin du film te dire regardez j'ai fait une prouesse, par exemple Victoria, c'est genre l'exemple que j'ai qui est incroyable, c'est un vrai plan séquence Victoria pour le coup. Mais en fait l'intérêt du plan séquence c'est de mettre au cœur de la séquence le temps. On arrête de découper le temps et en fait c'est la durée de la chose qui va vraiment signifier ce qui se passe. Pour moi, quand tu filmes dans Babylone, alors que j'adore Babylone, je trouve que c'est un excellent film, quand tu filmes une partie d'une soirée, une partie d'une fête, en fait ton plan séquence il a pas de sens. Parce que c'est juste le plan séquence de la voiture dans Les Fils de l'Homme, c'est tout le moment de la voiture et c'est toute l'attaque que tu vis en instant T et tu te rends compte à quel point elle a été très longue à vivre mais en même temps très courte en durée de temps. Alors que la soirée de Babylone, elle a eu lieu avant le plan séquence, elle a eu lieu après le plan séquence, en fait c'était juste « Waouh, t'as vu, j'ai fait un plan séquence !» Alors si on revient sur mon exemple de Rooney Mara, oui, c'est intéressant parce que ça te met avec ce personnage qui fait une crise de boulimie et tu restes avec ce personnage pendant tout le moment du début jusqu'à la fin, quoi. Mais en même temps, les moyens technologiques ont évolué parce qu'avant, faire un plan séquence, c'est galère un plan séquence parce que c'est long, parce que t'as pas le droit à l'échec, sinon faut recommencer, ça coûte de l'argent. Mais maintenant, les plans séquences, c'est devenu tellement plus simple à faire qu'il y a vraiment cette démonstration techniciste pour dire, regardez, on est capable de le faire. Voilà, la corde, un truc genre la corde à l'époque d'Hitchcock, c'est un truc de ouf. Ouais, la corde, ça c'est impressionnant. Après, il faut pas oublier que la corde, il y avait des inserts entre les deux, ils passaient par des objets pour couper justement de l'impression. Oui, parce que c'était les limites techniques de l'époque. Voilà, mais comme 1917. Il y en a 12 de coupes.
dans la corde. Et je trouve que la corde a vachement de problème de rythme. Oui, ça c'est un autre problème du C'est film. un autre problème, mais voilà. Et j'adore parce que vous m'offrez des transitions magnifiques. Et donc, du coup, le dernier point que j'avais noté, c'était la place du numérique dans le plan séquence. Donc, tu m'as offert une super transition. Donc, est-ce que c'est plus impressionnant? Enfin, de toute façon, le numérique a aidé au plan séquence, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que vous, rétrospectivement, vous êtes plus impressionné par un plan séquence d'un film vous savez que c'est tourné sur pellicule, qu'ils ont galéré, etc. Ou les plans séquences numériques vous impressionnent quand même plus? Grand A, petit 1. Oui. Mais quand je dis pellicule, je suis un peu paumé, genre moi je pense non mais pas des films de l'époque, genre par exemple La Corde, des trucs comme ça, des films qui sont vraiment purement dans leur époque, où ils tentaient les plans séquences et c'était galère techniquement. Festen, c'est pas... Ah non, ils ont tourné avec une caméra numérique. Non mais quand c'était dans la série True Detective, parce que t'as un épisode qui est en plan, c'est la course oui, ça dure 12 minutes. Ouais, c'est la scène de fin, la course poursuite dans les maisons là. Voilà, c'est très impressionnant parce que ça arrivait dans le médium de série. Et voilà, Les Fils de l'Homme, c'était très impressionnant en 2006 parce que des plans séquences, finalement, t'en avais pas tant que ça. Maintenant. En fait, dans les années 2010, les gens, Hollywood, ils ont pété un câble dessus. Et en fait, on voit tellement que genre ça impressionne plus. Genre le truc de Euphoria, tout le monde là, le plan séquence. Ouais. Bon, il est impressionnant quand même le plan là. J'ai souvenir que les gens étaient plutôt fatigués de l'avoir. Après, je trouve que ça commence déjà à dater, hein, en 2026. Est-ce qu'on a des exemples récents où il y a plein de plans séquences? Est-ce que ça nous impressionne toujours autant? Moi, j'ai pas d'exemple récent de plan séquence qui m'a impressionné. Bah, il y avait Adolescence qui a été tourné entièrement. Oui, Adolescence, mais parce que c'était le format série. C'était le format série, mais je parle de cinéma grand écran, tu vois. Bah, moi, exemple récent que j'ai, c'était le film Année 20. Je pense que pas grand monde a vu ce film, c'est pas encore connu. En fait, le concept est incroyable, mais le résultat est totalement raté. En gros, Année 20, c'est un film d'1h30, tourné en une seule fois, une seule prise. Et l'idée, c'est de capter la vie dans Paris pendant un été en 2020. C'est-à-dire que les personnages qui se croisent, ça fait des transitions. Genre, tu suis des personnages dans le métro, à un moment, la caméra, elle se tourne un peu vers notre personnage, et hop, tu suis ce personnage et sa discussion là. Et du coup, c'est un vrai plan séquence en une seule prise, mais en fait, ça fait l'effet tellement inverse. C'est-à-dire que vu que tu sais que tu n'as qu'une seule prise et que tout est improvisé, rien n'est naturel dans ce film. C'est-à-dire qu'on a voulu utiliser le plan séquence pour avoir le procédé le plus naturel possible, c'est-à-dire l'image égale le temps, c'est-à-dire qu'on ne découpe plus le temps pour avoir vraiment 1h30 dans Paris, avoir un côté ultra réel comme tu pourrais avoir chez du Linklater, sauf que vu que les acteurs en fait sont en perpétuelle improvisation, rien ne sonne naturel. Mais tu vois, j'ai un autre exemple récent, Exit 8. Les 15 premières minutes d'Exit 8 sont en première personne, en plan séquence, et tu dis c'est marrant, le film il a l'air de vouloir partir là-dessus, et le film en fait, non. abandonne. Non, il n'en fait rien de cette idée-là. Et par contre, je prendrais un autre truc où là, par contre, sur la question du temps, Marty Suprême. Il n'y a pas de plan séquence dans Marty Suprême, mais la gestion du temps, du timing par les coupes, et je pense surtout à la séquence de la douche où Timothée Chalamet tombe, le sol s'affaisse sous Timothée Chalamet dans son bain, dans sa baignoire. Tu vois, c'est une séquence, ils auraient pu la filmer en plan séquence en vrai. Ça aurait été très impressionnant, mais l'anarchie du moment, le temps découpé, aurait pas eu le même effet et aurait été moins percutant. Et je pense qu'à un moment donné, à l'époque du cinéma numérique, on a tellement voulu se dire que le plan séquence était tellement cool, en fait on a niqué le temps du film. Je pense qu'à la limite, le seul bon moyen d'utiliser le plan séquence, tu disais avoir le côté un peu naturel, c'est de faire du plan fixe. Et on tombe sur donc des films à sketch. J'aime beaucoup en parler, mais Roy Anderson en soi, ça va être des plans séquences. Oui. Le cinéma d'Haneke va beaucoup utiliser aussi le concept de plan séquence, de rester sur un événement qui est hyper marquant et de te laisser dedans pendant 10 minutes et t'es en mode qu'est-ce qu'on fait quoi, tu vois. Roy Anderson, c'est le côté pictural qui marque parce que c'est des images fixes, extrêmement denses. Et en fait, il te laisse le temps d'aller vraiment te concentrer sur des détails. Comme un tableau. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'idée quand justement tu vas faire un plan fixe, mais qu'il se passe plein de choses dans le plan et que ça bouge. Et là, un exemple que j'avais le plus récent, c'était dans le film Météore, dont je vous avais parlé il y a déjà plusieurs mois. En fait, à un moment, tu as une séquence, et que justement, il travaille dans ces poubelles nucléaires là. Et en fait, tu as des gravats, du gravier qui est évacué sur un grand tapis roulant. Et il y a un des persos qui fait des crises d'épilepsie. Et en fait, à un moment, le tapis roulant fonctionne pas. Donc en fait, tu as un plan fixe, tu vois le personnage en arrière essayer de débloquer le tapis roulant, il fait un malaise, tu le vois tomber, tu vois le tapis roulant qui monte, et en fait, tu vois le personnage sortir de l'écran. Et en fait, les deux autres personnages principaux sont toujours en train de discuter pour savoir comment ils vont débloquer le tapis roulant. Alors, c'est pas un plan séquence, que ça dure peut-être 1 minute, tu vois, mais je trouve que c'est assez impressionnant sur l'utilisation d'un plan fixe. Le plan d'après et le plan d'avant, c'est dans la même continuité ? Je sais plus s'il y a une coupe ou pas. Techniquement, un plan séquence peut durer 1 minute. Mais la séquence dure 1 minute. En
termes d'utilisation d'un plan fixe en coupe, ça je trouve que ça marche très très bien. De jouer sur le cadre et sur le plan. Donc voilà, je pense que le plan séquence peut bien être fidèle au temps quand il est fixe. Mais pour revenir à la question de la pellicule, enfin c'est vrai qu'avant, les plans séquences, ça n'existe pas trop, quoi. T'as Parce que l'introduction de la soif du mal. Oui, c'est impressionnant avec une grue, etc. Quand ouais, même, mais la soif du mal. c'est super rare parce que la pellicule, ça coûte un bras et que on va pas trop s'y risquer, quoi. Il y a pas, je me rappelle qu'il y avait le premier film vraiment en plan séquence, c'est un mariage. L'Arche russe. Ouais, voilà, c'est pas ça, qui est entièrement tourné en Le plan Soukorov, séquence. ouais, si, mais après, j'avoue que je l'ai pas vu. Voilà. Et On pour l'a le en coup, je Blu-ray. crois que c'est le seul exemple que j'ai de, j'imagine, pellicule qui est vraiment, c'est un vrai plan séquence. Tout le film est tourné en un seul plan. Mm. Et je sais pas comment ils ont fait à l'époque, du coup. Je crois qu'ils ont dû s'y reprendre à 3 fois. Ouais, je crois qu'ils ont fait des répètes, mais à pâle, quoi. Mais c'est du théâtre, en Ouais. fait. Oui. À la fin, ça devient du théâtre, Mm. où chaque acteur sait exactement ce qu'il va devoir faire à un instant T, Mm. et c'est du par cœur. Mais je trouve que la prouesse reste quand même impressionnante, même avec le numérique, que de faire un film entièrement en plan séquence, mais un vrai film en plan séquence. C'est pour ça que je vous parlais de Victoria qui, le concept était de faire, je sais pas si vous l'avez vu, ça se passe en Allemagne, c'est toute une soirée avec une jeune femme qui se fait embrigader par des jeunes Allemands qui l'emmènent vraiment dans un braquage, en fait. Et tout le concept du film est vraiment de tourner le film en un seul plan, et le film dure 2 heures. Sauf qu'à un moment, il y a eu un souci technique pendant le tournage, ils ont dû couper, donc en fait, le film, c'est 2 gros plans séquences. Donc, et même pas finalement, parce que c'est une continuité, donc 2 gros plans longs, techniquement. Mais le concept du film, c'était de faire un seul plan. Et ça, je trouve ça encore impressionnant à l'heure d'aujourd'hui, même avec le numérique, quoi. Quand tu sais vraiment que c'est un vrai plan séquence, c'est fou. Oui, parce que c'est un challenge technique. C'est un challenge, voilà, parce que ça devient un challenge technique. Est-ce mais- que c'est maintenant important pour le film? Pas tant. Ça dépend, parce que là, si tu me dis que c'est. Comment tu me racontes le film, c'est une fille qui est embrigadée dans un braquage, il y a un côté ultra effervescent qui peut être traduit par le plan séquence. C'est ça. En fait, c'est une personne, voilà, elle vit sa vie, elle tombe sur un mec une nuit à Berlin qui commence un peu à draguer, ils traînent ensemble, il l'amène avec des potes, ils kiffent, il y a des moments vraiment assez suspendus, assez cool. Et puis peu à peu, en fait, progressivement, elle se laisse amener dans un braquage. Moi, juste, le sentiment que j'aime pas avoir devant un plan séquence, c'est de m'imaginer les chefs techniques, enfin l'équipe technique, se check à la fin en mode « Yeah, on l'a fait !» Ouais, un plan Sans- séquence de prouveur, quoi. Ouais, voilà, sans avoir pensé que c'était la bonne chose pour leur film. Oui. C'est tout. Parce que des fois, il y a des films qui sont juste faits pour cette prouesse-là, sans forcément... Comme ouais, tu voilà. disais, tu parlais de l'exemple de Marty Supreme, mais oui, des fois, t'es perdant en faisant un seul plan sur une séquence. Des fois, le fait de pouvoir découper cette séquence, c'est une des forces du langage cinématographique, Bah oui. justement. Le montage interdit de Jean Bazin. Non, oh là. André. Il a dit Jean Bazin. J'ai tellement... Retirez-lui son master. On coupe ça au montage. Retirez-lui son master de cinéma. Ah, j'ai oublié mes cours. Ah Mais voilà. Belle conclusion. Belle conclusion. Jean Bazin. Ça, c'est une conclusion d'universitaire. Donc voilà. Voilà. Par conséquent. Par conséquent, je pense que j'ai prouvé ce que j'avais envie de faire. Vous avez des trucs à dire encore ou... J'essaie de penser, du coup, le plan séquence, est-ce qu'il peut survivre dans la série? Peut-être, parce que c'est impressionnant de voir la série en même temps, non, parce que la série se développe tellement, on a affaire à des séries qui ressemblent presque à des longs métrages. Voilà, c'est des budgets cinématographiques. Quand ça, pour maintenant, des- même ça, même sur le petit écran, je pense que je serais plus autant impressionné. Finalement, le meilleur plan séquence de l'histoire, c'est God of War. C'est ma conclusion. Voilà. J'aime bien, on est parti sur un autre médium Moi, encore. c'est pour magnifique. moi, si on doit chacun vraiment dire un plan séquence, je dirais Funny Games. À ne que. Ah, moi, c'est Atonement. Hein. Atonement. Bon, en vrai, c'est les fils de l'homme, mais God of War. Ah, ça restera en 1917 quand même pour moi. Ouais. Ragnarok. Banger. Banger Masterclass Tu vas regarder la série, toi? Non, Même pas. rien à foutre. Ouais, non, la tête des persos, non. Rien à foutre. Merci pour ton joker. Merci de pour ton Joker. De rien. Ça m'a fait plaisir. J'ai tenu 30 minutes ou pas là? Ah ouais, Bah non, oui, non, non, oui, mais- oui, il a bien tenu. hein. C'est un épisode conséquent. C'était intéressant, j'ai bien aimé ton Joker. Merci. Tu Ça me me fait donnes plaisir. Non. Ce sera pour Owen. Ah bon? Moi, je l'ai eu il y a pas longtemps. Ah bah je sais crois. plus. Julien, ça fait longtemps. Ah mais attends, tu seras pas là toi dans 2 semaines. C'est pour ça, donc donne-le à Fred. Ah bah Julien qui me dit bah vas-y donne-le. Wow, fin d'émission, Il fait tomber son micro. Mayday. Bah non, je... Joker. Mais non, je veux le donner à Owen, j'ai dit. Mais, chais. Ok. T'as vu, j'en ai pas voulu et je l'ai quand même. C'est beau. C'est comme Timothée Chalamet. Ah non, lui, il l'a voulu, il l'a pas eu. Pardon. Et il l'aura plus jamais maintenant, je le dis. Moi, j'ai pas envie de finir cette émission, mais va bien falloir un moment. Oui, donc tu me donnes le Joker. Non, je le garde pour moi. C'est pas cool. Merci beaucoup mes amis. On se retrouve dans 2 semaines, sauf Julien du coup, qui s'absente un petit peu pour faire du jujitsu. Notamment. Si j'ai bien compris. Notamment, mais il On va nous trouver- reviendra on va plus trouver fort. quelqu'un qui va... On appellera Julien une autre personne à sa place. Voilà, Et on fait ça. on va trouver un sosie vocal. Voilà.
Impossible, cet homme est trop unique. Ah, on va te remplacer par une IA. Ah ouais, Hey. t'as bête, Ouais, avec tout ce que t'as dit, je pense qu'il y a moyen. Il y a Je moyen, pense ouais. que tu retrouves tous les shorts qu'on a fait, tu passes ça Ouais. Ouais. sous IA. Je pense que tu peux avoir une imitation, malheureusement. Et on peut te faire dire tout ce qu'on veut, du coup. Ça, c'est terrible. Ça, c'est dangereux. Mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok. L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Vous pouvez mettre des étoiles, des commentaires, nous aider. Et on vous fait des grosses bises. Et ciao. Salut. Salut.